Bonjour et bienvenue à tous. L'Eurovision est un événement qui ne manque pas de spectateurs. Connu de tous, ce concours annuel ne date pas d'hier, mais de 1956. Vous pensiez sûrement tout connaître de l'Eurovision, et pourtant il est à parier que ce n'est pas tout à fait le cas. Et oui, l'Eurovision est un concours qui a beaucoup évolué au fil des ans. Les exigences des organisateurs, croissantes et diversifiées, sont peu connues, et les conditions de ce tournoi de chant ignorées par la plupart. Si vous souhaitez voir l'Eurovision d'un tout autre œil, alors préparez-vous à découvrir les 10 choses que vous ne savez pas sur l'Eurovision. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Une dinde candidate ? Bah oui, les êtres humains n'ont pas toujours été les seuls à pouvoir participer à ce prestigieux concours de chant. En effet, en 2008, l'Irlande a choisi Dustin, la dinde chanteuse, pour représenter le pays. Si vous n'étiez pas au courant, alors vous devez ignorer que Dustin n'est pas une simple dinde, comme son apparence invite à le croire. Non, c'est une superstar de la télévision irlandaise. Il s'agit en réalité d'une marionnette fort amusante drapée d'un costume large et bigarré, au bec interminable, et sa voix est souvent peu supportable. Mais tout ceci a bien une raison. En effet, à l'époque, l'Irlande avait déjà remporté 7 victoires. Peut-être que ce pays était-il là de gagner ? Eh bien, c'est presque ça. Car la chanson interprétée par la dinde est une parodie, ou plutôt une critique de l'Eurovision qui devait être amusante, mais qui n'a pas plu à tout le monde. Cette critique accusait l'Eurovision de récompenser les performances pour des raisons politiques en laissant de côté la partie artistique. Il apparaît que cette ironique interprétation n'a pas amusé beaucoup de monde. Sans surprise, la dinde a été copieusement huée. Sandra Kim détient le record de la plus jeune gagnante de l'Eurovision. En effet, alors qu'elle a tout juste 13 ans, Sandra remporte le concours de chant en 1986 en représentant la Belgique. Une première pour cet événement. Une dernière aussi. Une victoire si précoce ne pourra plus se répéter, puisque le règlement a changé en 1990, interdisant aux talents de moins de 16 ans de participer à la compétition. Mais, si elle avait participé à l'Eurovision, c'est uniquement parce qu'elle avait certifié au producteur qu'elle avait 15 ans. Motivée par sa volonté d'exaucer son rêve, la jeune Belge n'a pas donné son âge véritable, bien que le seuil d'âge à l'époque n'était pas une contrainte. En effet, la France et Israël avaient envoyé de jeunes talents âgés de 11 et 12 ans, qui auraient bien pu détrôner Sandra en battant son record de précocité. Mais évidemment, cela n'a pas été le cas. Depuis, Sandra s'est faite une grande réputation internationale. Eh oui, si vous avez déjà eu à voir le dessin animé Il était une fois la vie, alors sachez que la voix du générique est celle de Sandra Kim. Tout le monde connaît la fameuse chanson « Papa Pingouin ». Elle est si populaire dans les cours d'école. Mais savez-vous à quelle occasion cette musique a été créée ? Eh bien, elle l'a été exclusivement pour être chantée à l'Eurovision. Cette chanson très populaire de nos jours a été interprétée en 1980 par les sœurs jumelles Sophie et Magali, qui représentaient le Luxembourg. Comme vous le savez peut-être déjà, cette chanson n'est pas celle qui remportera le concours Eurovision de cette année. Néanmoins, elle sera vendue à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde et deviendra numéro 1 en France. Plus tard, en 2006, Piglou la fera renaître pour lui assurer un tout nouveau succès. La preuve que ce genre de musique ne peut jamais tomber dans l'oubli. Il faut bien croire que c'est grâce à l'Eurovision que maintes chansons de qualité ont pu voir le jour, telles que la fameuse chanson Papa Pingouin. L'Union européenne de radiodiffusion, EUR, peut regrouper des pays qui ne sont pas européens. C'est le cas du Maroc. Eh oui, ce pays a eu le privilège de prendre part à cette compétition en 1980. Représenté par Samira Ben Saïd, le Maroc s'était classé 18e. Il aura au moins tenté sa chance. Depuis, il n'a jamais renouvelé sa présence, mais bien d'autres pays ont eu à annoncer leur participation avant de se retirer à la dernière minute, peut-être par faute d'accord de diffusion. En effet, la Tunisie, bien avant le Maroc, avait tenté de participer à l'Eurovision. Ainsi, le Liban, le Liechtenstein et d'autres pays encore avaient aussi tenté vainement d'y prendre part. Curieusement, depuis 2015, l'Australie est en lice. Invitée à concourir de manière exceptionnelle pour commémorer le 60e concours de l'Eurovision, l'Australie est devenue un pays habitué au concours et y participe fréquemment. Ainsi, grâce à la participation de plusieurs pays non européens, ce programme pourrait bien devenir international. D'autant plus que maintes pays le diffusent également sur leur chaîne, dont l'Afrique du Sud, le Canada
la Corée du Sud, la Chine, etc. Il est fort probable que vous ne connaissiez pas l'existence de l'Eurovision pour les enfants. La raison est qu'il a bien moins de succès que l'original. Depuis 2003, ce concours propose aux enfants âgés de 9 à 14 ans d'exposer leur talent aux yeux de tous. Si maintenant les jeunes prodiges ont une tâche plus difficile lorsqu'ils se présentent à l'Eurovision, eh bien, ce ne fut pas toujours le cas. En effet, jusqu'en 2010, les enfants étaient obligés d'écrire eux-mêmes la chanson qu'ils allaient interpréter. Un devoir bien compliqué pour de jeunes personnes qui commencent à peine à faire leurs premiers pas dans la chanson. Néanmoins, plusieurs des participants ont réussi à prouver avec succès que c'était possible. Malheureusement, ce n'était pas le cas de tout le monde, même si la voix était prodigieuse. Désormais, les pays qui y participent sont peu nombreux en comparaison avec l'Eurovision traditionnelle. D'ailleurs, c'est le cas de la France, étant donné qu'elle n'y a participé qu'en 2003. Faites entendre le Te-Deum à n'importe quel Européen possédant une télévision, il reconnaîtra la musique aussitôt. Évidemment, on ne reconnaîtra généralement ni le compositeur, ni même son Te-Deum. Mais au moins, il saura qu'il s'agit du générique de l'Eurovision. Car oui, ce concours européen a choisi l'une des plus grandes compositions françaises. Ce chef-d'œuvre musical a été composé par Marc-Antoine Charpentier entre 1688 et 1698. Et oui, vous avez bien entendu, le générique de l'Eurovision a un tiers de millénaire. À cette époque, le grand Charpentier ne pouvait se douter une seconde que le prélude de sa composition sera écouté tous les ans par des millions de personnes à la fois et qu'il sera diffusé chaque année dans toute l'Europe. Et oui, même dans ses rêves les plus ambitieux, il ne l'aurait pas imaginé. Il aurait sûrement été très honoré. Cela dit, il aurait été bien surpris de découvrir les arrangements téméraires que l'on a opérés sur sa merveilleuse partition. L'année 1969 est une grande exception dans l'histoire de l'Eurovision. Et oui, cette année-là, il n'y a pas eu qu'un seul vainqueur, mais 4. Oui, vous avez bien entendu. La raison est que le vote s'est terminé sur un ex-aequo. En effet, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont obtenu 18 votes. Puisqu'une telle circonstance n'avait jamais été anticipée par le règlement, ces 4 pays ont été déclarés vainqueurs. On l'aurait compris, l'année 1969 est exceptionnelle à plusieurs égards. Et oui, c'est également dans cette même année que l'Espagne a remporté la compétition 2 fois consécutivement. Une chose bien rarissime. Par ailleurs, à cause de lacunes organisationnelles à l'époque, un grand embarras s'est produit. En effet, lors de la remise de la médaille du Grand Prix, il n'y en a pas eu pour tout le monde. C'est pourquoi seuls les 4 interprètes ont pu en recevoir. Les auteurs et les compositeurs furieux ont été contraints de s'en aller sans récompense. Néanmoins, ils ont pu recevoir leur médaille bien après l'événement. Évidemment, un tel problème ne risque plus de se reproduire dorénavant grâce au changement du règlement. L'Eurovision peut mener à des succès auxquels on ne s'attend pas toujours. Et ce n'est pas Ruslana Stepaniva-Lisicko qui prétendra le contraire. En effet, cette Ukrainienne a remporté l'édition de 2004 en interprétant sa propre chanson intitulée « Wild Dances ». Une musique qui a eu un succès considérable dans toute l'Europe et qui a contribué à la rendre très célèbre. Mais sa célébrité a également pour cause son destin original, bien que son talent soit reconnu. Et oui, Ruslana est devenue une députée en 2006 au Parlement ukrainien, après avoir remporté l'Eurovision. Il faut croire que l'Eurovision ouvre bien des perspectives opportunes, même celles qui mènent à la politique. Mais, si elle a pu être élue membre d'un parlement, c'est aussi parce que la jeune Ruslana a participé activement au mouvement Orange, qui a pour but de favoriser la démocratie en Ukraine. Depuis 2013, elle est une figure de proue de la révolution ukrainienne sur la place Maïdan à Kiev. Elle ne s'est pas arrêtée en si bon chemin et est devenue ambassadrice de bonne volonté pour l'UNICEF en s'opposant à la lutte contre le trafic des êtres humains. Et oui, l'Eurovision ne promet pas seulement une carrière musicale. Tout le monde connaît Céline Dion, c'est l'une des plus grandes chanteuses du monde. Mais savez-vous comment elle a connu un succès aussi énorme ? Certes, elle a du talent et elle était déjà assez connue dans sa province au Canada grâce à certains de ses disques. Mais c'est en 1988 que sa carrière débute véritablement. En effet, c'est à cette date que Céline Dion participera à l'Eurovision. Elle a remporté le concours lorsqu'elle représentait la Suisse, en interprétant la chanson tant connue de nos jours qui s'intitule « Ne partez pas sans moi ». Le plus extraordinaire dans l'histoire est qu'elle avait gagné l'Eurovision en devançant d'à peine 1 point le chanteur du Royaume-Uni, Scott Fitzgerald.
On se demande vraiment si elle serait aussi connue aujourd'hui sans ce petit point de plus sur son rival écossais. Néanmoins, à dater de sa victoire, Céline Dion aura l'opportunité de rayonner sur la scène internationale, devenant ainsi une icône de la musique, un réel symbole. On pourrait facilement croire à tort qu'à l'Eurovision, tout est permis. En effet, il est assez compliqué de discerner tous les détails de ce programme. Mais ce n'est pas du tout le cas. En effet, il existe un large éventail de règles qu'il est obligatoire de suivre. Bah oui, comme vous le savez peut-être déjà, les chansons ne doivent pas durer plus de 3 minutes, depuis qu'en 1957, une prestation italienne a duré plus de 5 minutes. Outre cette limite de durée, les playbacks sont interdits. Néanmoins, il est possible de contourner cette règle en sollicitant des chanteurs qui assistent vocalement le participant tout en restant à l'abri des regards. Ce fut le cas du candidat grec de 2009. De plus, les musiques déjà commercialisées avant le concours sont interdites. Les reprises et les morceaux uniquement instrumentaux sont proscrits, de même que les discours et gestes politiques, etc., etc. Bref, les règles semblent interminables, mais c'est sûrement ce qui rend le spectacle d'autant plus attractif. C'était 10 choses que vous ne savez pas sur l'Eurovision. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus surpris dans l'Eurovision. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!